Au professeur Bousbeha. Je tiens à remercier tout d'abord l'Amicale des pédiatres pour l'organisation de ce congrès dont on est habitué. C'est devenu un rituel, c'est devenu une fête pour nous, comme Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le congrès, je vois mal une année sans le congrès en présentiel de l'Amicale des pédiatres. Je tiens à remercier tous les membres de l'Amicale qui travaillent de loin ou de près pour le succès de ce congrès et pour nous laisser unis. On va commencer la session sur l'hémogramme par la présentation sur le neutropénie que monsieur professeur Mohamed Habibi, professeur en pédiatrie et en hématologie oncologie pédiatrique, va nous présenter. Donc nous le remercions et nous le prions de respecter le timing qui est 30 minutes. Merci. شكرا جزيلا أستاذ بن ميلود، شكرا أستاذ بوسفيحة. كذلك أتقدم بالشكر لرئيس جمعية أطباء فاس على رأسهم أستاذ حدا على مجهوداته الجبارة والمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر كالعادة. دونك درسنا اليوم سوف قلة العدلات أو notre opinion. Je vais switcher maintenant en français et puis pour vous dire. Si vous voulez que je continue en arabe, on peut. D'accord. Très bien. Donc la neutropénie chez l'enfant, pour vous sachiez, donc c'est une circonstance qui est fréquente donc en consultation pédiatrique et parfois sa fréquence elle est sous-estimée. On peut comprendre facilement pourquoi, parce qu'il y a des neutropénies asymptomatiques. Il y a beaucoup de neutropénies asymptomatiques et du coup donc on n'a pas une fréquence qui est bien évidente. Il faut distinguer donc qu'il y a des neutropénies qui sont acquises, des neutropénies qui sont acquises, qui sont les plus fréquentes, et il y a des neutropénies qui sont constitutionnelles. Constitutionnelles, ça ne marche pas sur le là, ça marche ici. D'accord ? Oui, très bien. Comme j'ai dit, donc on peut distinguer les neutropénies. Les neutropénies qui sont donc acquises sont les plus fréquentes, et puis il y a les neutropénies qui sont constitutionnelles. Quand on dit constitutionnelles, soit constitutionnelles pour le neutrophile lui-même, soit constitutionnelles dans un cadre global de maladies génétiques complexes. Donc il faut le savoir. Les neutropénies, elles peuvent être aiguës, chroniques, comme elles peuvent être cycliques. Donc D'accord. Donc les neutropénies, elles peuvent être chroniques, aiguës et cycliques. Donc parfois, elles posent un problème étiologique et parfois thérapeutique. Comme définition, qu'est-ce que c'est qu'une neutropénie? Pour qu'on se situe comme définition, c'est une diminution de nombre absolu des polynucléaires neutrophiles à moins 1500. Donc, on peut dire que les sévères, lorsque il est moins de 500, modéré entre 500 et 1000, chez le nouveau-né, donc doit être inférieur à 2000 pour parler de la neutropénie. La chronicité est définie lorsque ça dépasse 3 mois. Ici, pour la sévérité de la neutropénie, il y a plusieurs paramètres à ajouter. C'est que lorsque le nombre de PNN est inférieur à 500, ça témoigne une sévérité. Mais aussi lorsque il y a des infections ou lorsque il est congénital. Quand il est congénital, donc les symptômes vont apparaître un peu dans les premiers jours de vie. Et vous regardez ici, plus donc la durée avance et plus donc on a plusieurs épisodes infectieux. On ne peut pas parler de neutropénie comme autre cellule sanguine sans parler d'un petit rappel physiologique pour savoir donc est-ce que c'est central ou périphérique. Parfois, il y en a des problèmes qui se passent bien avant la périphérie où il y a un blocage, par exemple, de la maturation et du processus de la granulopoèse. Et pour vous dire, le polynucléaire, il est issu, comme d'autres éléments figurés du sang, d'une cellule souche hématopoïétique, CD34 positif, qui a la caractéristique, double caractéristique si on veut dire. Il y a d'abord l'auto-renouvellement, il va donner comme la cellule initiale. Et puis la deuxième caractéristique, c'est la différenciation. Ça veut dire qu'il va emprunter un chemin, il va emprunter une piste de différenciation pour aboutir à une cellule mature
que vous avez dans le sang périphérique. Et donc, la même chose, c'est la granulopoèse. Donc, la granulopoèse, elle se fait donc, en période de 7 jours pour donner un certain processus de maturation depuis le myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte, finalement pour donner ce fameux neutrophile, et ceci grâce au granulocyte stimulating factor, colony stimulating factor, qui est un facteur de croissance qui va initier cette voie de granulopoèse. Les PNN, comme vous le savez, donc, sont un pourcentage important des globules blancs. Ils constituent à peu près 60 à 70%. Il est caractérisé par un noyau polylobé avec des granulations qui sont beiges ou brunes. Une fois donc fabriqué ce polynucléaire, bien sûr, il va sortir vers la périphérie pour se répartir en deux compartiments vers le sang, donc 4%, et il y a une partie qui va aller vers l'endothélium de la paroi, ce qu'on appelle le pôle marginal, et très peu qui vont aller vers les tissus. Donc, les PNN qui vont aller vers les tissus, c'est lorsqu'il y a un stress ou bien une infection. Donc, répartition des polynucléaires, il y a un grand réserve dans la moelle osseuse, constitue 92%, et puis les deux pôles, c'est le sang périphérique et le pôle marginal. Et en cas de stress, en cas de besoin, c'est d'abord c'est le constituant marginal et celui de réserve qui va donner le besoin de ces PNN. Donc on ne peut pas passer sans parler des fonctions de polynucléaire. Si on ne sait pas les fonctions de polynucléaire, on ne peut pas savoir la symptomatologie de cette cellule. Eh bien, donc, le polynucléaire neutrophile, il a plusieurs caractéristiques ou plusieurs fonctions, notamment le déplacement dans la fluidité de sang, l'adhérence, la phagocytose et la bactéricidie. La bactéricidie qui peut être soit oxygénodépendante, avec sécrétion des produits oxygénés H2O2, O2- par exemple, ou des peroxydases, comme elle peut être donc sécrétion lysosomale ou bien donc non dépendante, oxygène indépendante. Donc ces fonctions sont difficilement évaluables dans les épisodes où on a une neutropénie. Comment vous voulez voir donc la fonction alors que vous êtes en neutropénie déjà? Donc parfois ces fonctions sont difficilement évaluables. Quelles sont maintenant donc les circonstances cliniques au cours desquelles on trouve donc les neutropénies? Généralement, c'est les manifestations stomatologiques, pulmonaires, gingivites, anales, pulmonaires et cutanéo-muqueuses. Donc, la neutropénie, d'autant plus qu'elle est centrale, elle expose beaucoup plus au risque bactérien et mycotique, et le risque est important lorsque le chiffre absolu est inférieur à 200. En cas de neutropénie profonde, il ne faut pas toujours attendre le pus ou les abcès comme ça. Généralement, ce sont les PNN qui vont donner le pus. Or, nous sommes dans la neutropénie. Il ne faut pas attendre les localisations abscédaires avec du pus. Ça veut dire on peut ne pas avoir le pus, des absences de pus, des suppurations avec des signes inflammatoires locaux qui sont diminués, et surtout, donc, l'aspect nécrotique de la lésion. Donc, ces éléments clés de la lésion vont vous faire penser donc à une neutropénie. Voilà donc les atteintes pulmonaires. Et puis, toujours dans les circonstances cliniques, il y a des circonstances qui sont un peu spécifiques de la neutropénie, notamment donc les gingivites, les infections sévères, l'omphalite au nouveau-né, dans les neutropénies congénitales sévères, donc et là plus, avec des cellulites, les pneumopathies et des pathologies malformatives bien définies. On peut avoir aussi, donc, comme la glycogénose, on peut avoir donc une neutropénie. Il y a des situations qui sont non spécifiques de neutropénie sévère et ils sont découverts donc fortuitement lors d'un bilan. Là aussi, quels sont donc les germes qui sont beaucoup plus en faveur de la neutropénie?
C'est très spécifique, c'est le pus cyanique, le candida et l'aspergillose. Peu spécifique mais fréquent, c'est le strepto et le staph. Non évocatrice, c'est viroses et des parasites. Quelle est maintenant donc quelle est la conduite à tenir devant conduite à tenir devant une neutropénie. D'abord, il faut se situer, donc, est-ce qu'il y a une urgence ou pas? Donc, est-ce que la neutropénie elle est permanente? Est-ce qu'elle est intermittente ou bien voire régressive? Il faut voir est-ce qu'il y a donc le nombre d'infections ou bien elles sont asymptomatiques. Et donc, pour toujours devant toute conduite à tenir, il faut commencer par l'interrogatoire, un bon interrogatoire, et puis l'examen clinique, les examens complémentaires dont le chef de file, c'est l'hémogramme plus frottis, et les autres examens complémentaires, bien sûr, en fonction de notre orientation. Tout d'abord, à l'interrogatoire, il faut chercher une grossesse, donc la période néonatale, comment s'est déroulée, le développement psychomoteur, est-il vacciné ou pas, la nutrition et les carences, c'est important parce qu'on peut avoir une carence, donc par exemple vitamine B12, et puis ça serait la seule cause de la neutropénie. Les infections virales, infections à répétition, est-ce qu'il a pris des médicaments, notamment les cétostatiques, et est-ce il faut chercher la notion des malaises hypoglycémiques qui va nous orienter beaucoup. Mais aussi dans le contexte familial, comme il y a des neutropénies familiales génétiques, il faut rechercher la notion de consanguinité et des cas familiaux. Pour l'examen clinique, c'est l'examen clinique de routine avec courbe de croissance, chercher des malformations. Y a-t-il hépatomégalie, surtout quand on a les malaises hypoglycémiques, une splénomégalie, un syndrome tumoral, des sites infectieux et des signes compatibles avec une auto-immunité parce qu'on peut avoir des neutropénies auto-immunes. Ici, devant donc une neutropénie, la première des choses, est-ce qu'il y a un contexte évident? Si on a un contexte évident, on est bien orienté, et sinon, on va suivre dans cet arbre décisionnel. Quel est, par exemple, le contexte évident? Par exemple, la période néonatale, ou bien vous avez un cadre global, une maladie génétique, dysmorphie faciale, qui va vous orienter rapidement, et donc nous sommes dans un contexte qui est spécifique. Donc, parlons d'abord chez le nouveau-né ou bien dans les neutropénies néonatales, notamment est-ce qu'il y a une HTA maternelle, notamment pour les prématurés. Puis, est-ce qu'il y a une allo-immunisation, une maladie génétique, des phytopathies, une infection? Et ça, c'est un premier contexte qui est évident. Deuxième contexte évident, lorsque nous sommes devant une maladie génétique où il y a un syndrome dysmorphique, donc qui peut nous orienter rapidement vers la maladie, notamment on va voir ça par la suite à la classification. Soit on n'a pas de contexte évident, on va acheminer donc notre conduite comme l'interrogatoire, les examens complémentaires, notamment j'insiste sur donc l'INFS. Il fallait faire au moins 3 INFS chaque semaine pendant 6 semaines au moins pour chercher est-ce qu'il y a des neutropénies qui peuvent être cycliques. S'il n'y a pas de contexte évident, à ce moment-là, nous sommes dans les neutropénies probablement acquises, il faut les éliminer avant de voir les neutropénies qui sont constitutionnelles. Quelles sont donc les neutropénies acquises? C'est l'auto-immunité, l'infection, les hémopathies malignes, elles peuvent être toxiques. Sinon, c'est une neutropénie qui est isolée. À ce moment-là, il faut faire des hémogrammes qui sont répétés. Et ici, quand il n'est pas transitoire, avec une symptomatologie manifeste sévère, il y a 2 entités à prendre. Il y a la neutropénie congénitale sévère, et il y a la neutropénie qui est cyclique. Très bien. Au terme de ces investigations, donc, et pour classer tout ce cours, il y a des neutropénies qui sont acquises, les neutropénies constitutionnelles liées à une pathologie complexe, les neutropénies constitutionnelles primitives touchant que la cellule, le polynucléaire neutrophile, qu'elle soit néonatale. Pour les neutropénies acquises, il y a le médicament
qui peut donner et causer la neutropénie par deux mécanismes. Il y a le mécanisme immunologique, donc immunoallergique, ou bien le mécanisme toxique. Il y a l'infection qui peut engendrer une neutropénie. Il y a une hépatie acquise, le Fanconi par exemple, les anémies hémolytiques avec une cytopénie, les endocrinopathies, les causes carentielles, et une neutropénie auto-immune, heureusement, qui est appelée la neutropénie chronique bénigne et qui est heureusement la plus fréquente. Et puis, il y a celle, c'est une pathologie génétique complexe, constitutionnelle primitive, deux entités, j'ai dit bien tout à l'heure, neutropénie congénitale sévère et neutropénie cyclique, et les causes néonatales. On va commencer par les acquises. Voilà, c'est le même schéma presque. Les neutropénies acquises, donc soit une neutropénie au cours d'une infection virale, une neutropénie au cours d'un choc septique, ou bien une neutropénie au cours d'une fièvre prolongée. Et un certain nombre de germes peuvent, que ce soit virus, bactéries et les germes atypiques, peuvent donner donc une neutropénie. Toujours dans les acquises, il y a neutropénie et hémopathie acquise. Les leucémies, les métastases, les aplasies, les myélodysplasies, l'activation macrophagique et un certain nombre d'examens pour confirmer ces diagnostics. Toujours dans le chapitre acquise, il y a les endocrinopathies, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, insuffisance surrénale, panhypopituitarisme, et la correction de cette neutropénie est obtenue quand on traite l'étiologie. Toujours dans les causes acquises, les causes nutritionnelles, les causes, donc les carences vitaminiques, notamment la vitamine B12 et folate, les états marastiques, l'anorexie mentale et la carence en cuivre, surtout en réanimation où ils utilisent donc beaucoup plus une nutrition parentérale. On peut avoir donc une neutropénie. Et puis la neutropénie acquise, heureusement la plus fréquente et qui est bénigne, c'est une neutropénie chronique de l'enfant. Il a le nom de neutropénie chronique bénigne. Son âge médian, c'est 8 mois. Le plus souvent, il n'y a pas ou peu de symptomatologie. Elle est isolée, permanente, profonde. Elle est bien tolérée. Elle est bien tolérée. Et quand on fait le myélogramme, on trouve une moelle qui est riche. Parfois avec macrophagie des PNN. Sinon, on peut trouver une moelle, un myélogramme qui est tout à fait normale. Les anticorps antipolynucléaires, on peut les détecter, mais surtout dans les laboratoires spécialisés, il faut chercher les anticorps anti-HNA pour Human Neutrophil Antigen. La détection de ces anticorps n'est pas toujours ici dans notre contexte. Ça demande un laboratoire trop spécialisé, avec des techniques spécialisées. Ces anticorps, ils peuvent être soit circulants, soit adhérents. C'est à peu près comme le test de Coops quand il est adhéré au globule rouge. C'est presque la même chose. Et heureusement, cette neutropénie qui est bénigne, et chronique bénigne, il est favorable avec une récupération spontanée au cours de 2 à 4 ans. Et pour corriger donc ces neutropénies, on n'a pas besoin d'administrer les immunoglobulines ou corticothérapie, puisque nous avons une évolution qui est favorable. Tout ce qu'on peut donner, on peut donner une antibiothérapie par prophylactique, notamment le Bactrim. Voilà ici donc les anticorps quand ils donc donnent une neutropénie, nous avons le compartiment sanguin redevient à 0,1% au lieu de 4% de tout à l'heure. Puis, on va passer au constitutionnel primitif, deux entités. Neutropénie congénitale sévère et neutropénie cyclique. Ces neutropénies, donc les premières descriptions de ces neutropénies, donc c'était par Kostman en 1956, qui a étudié un certain nombre de neutropénies familiales au nord de la Suède, dans un isolat de population avec une forte consanguinité. Et ces neutropénies congénitales, soit il y a une mutation qui est la plus connue, c'est LA2,
il y a des neutropénies congénitales sévères sans mutation. Donc, on peut les diviser en deux parties. Il y a la neutropénie congénitale sévère avec mutation ELA2, ou bien ELAN, et les neutropénies congénitales sévères sans mutation. Neutropénies, généralement, elles sont profondes avec mutation. Avec des anomalies biologiques, on peut avoir une monocytose, une eosinophilie, un syndrome inflammatoire, une hypergamma, et même dans le dosage pondéral des immunoglobulines, on trouve donc les IgG qui sont augmentés. La cytologie, qu'est-ce qui se passe ici dans la neutropénie congénitale sévère? C'est un blocage isolé de la lignée granuleuse à un stade précoce, le stade de promyélocyte. Donc voilà, donc le diagnostic, il faut voir, donc faire ce myelogramme pour montrer ce blocage. Regardez ici, regardez le blocage, regardez la granulopoïèse normale en haut. Il y a vraiment tout le processus des polynucléaires, les progéniteurs, les précurseurs, jusqu'à donner la flèche verte à un polynucléaire avec un noyau polylobé. Hein? Ça, c'est normal. Regardez dans la neutropénie congénitale, il y a un blocage. Il y a un blocage dans le processus de maturation. C'est un blocage qui est précoce. Donc, l'intérêt du myelogramme est important dans cette situation. Pour donc, les neutropénies cycliques, qui sont décrites en 1910 avec des fluctuations régulières, donc de 18 à 21 jours, de 16 à 21 jours, généralement 21 jours. Là aussi, comme la neutropénie congénitale sévère, il y a deux cas de figure, soit avec mutation ELA2, soit sans mutation ELA2. Et donc, ici, dans l'intérêt de demander les hémogrammes chaque semaine, 3 par semaine pendant 6 mois, pour donner la chance de trouver la baisse de ce polynucléaire neutrophile. Et puis les neutropénies néonatales, on a dit tout à l'heure, neutropénie à infection, neutropénie à alloimmunité, mais pas seulement l'alloimmunité. Donc, on peut dire donc neutropénie, il y a allo-immune, iso-immune, auto-immune aussi. Donc, l'allo-immune, c'est comme l'incompatibilité. Il y a les anticorps maternels qui reconnaissent les antigènes paternels exprimés sur le polynucléaire, ça c'est allo-immunité. Ou bien auto-immune, parce que probablement la maman, le puce, donc il a donc une pathologie auto-immune, il y a déjà des anticorps, ou bien donc il a iso-immune. Neutropénie liée à une HTA maternelle, notamment pour les prématurés, neutropénie fœtale avec phétopathie virale. Puis, donc on passe aux neutropénie avec un tableau complexe où il y a beaucoup de mutations et il y a beaucoup de dysmorphie qui peut nous orienter d'emblée, évident. Il y a d'abord neutropénie et déficit immunitaire. L'ischite, en chef de file, donc, peut comporter une neutropénie. La fameuse dysgénésie réticulaire, où il y a une atteinte aussi bien de la lymphopénie et de la lignée granuleuse. Donc c'est un blocage beaucoup plus précoce, donc avant même la différenciation de la cellule. Et puis, on peut trouver aussi une neutropénie dans le défaut d'expression des molécules HLA classe 2, qui est d'ailleurs donc fréquent au Maroc et dans la Méditerranée, et le Wiskott-Aldrich. Ici, dans le Wiskott-Aldrich, donc la présence de la neutropénie dans le Wiskott-Aldrich, soit dans un contexte auto-humain, soit il n'y a pas de contexte auto-humain, c'est le gène lui-même de Wiskott-Aldrich peut donner une neutropénie. Il faut le savoir. Pas seulement le taux de plaquettes qui sont microplaquettes, on peut trouver les neutropénies. Pour les déficits immoraux, notamment la maladie bretonne, les agammaglobulémies, déficits en ligand CD40, les hypogammaglobulémies inclassables, ils peuvent se compliquer de neutropénie et qui peuvent disparaître après substitution en hémoglobuline. Il y a le WHIM syndrome pour Wart, hypogammaglobine, infection and myelocathexis. Donc, ce sont des patients qui ont des virus avec des infections pulmonaires, lymphopénie, et quand on fait le dosage pondéral des immunoglobulines, on trouve une hypogammaglobulémie. C'est le WHIM syndrome.
Neutropénie et maladie métabolique, notamment la glycogénèse 1B. Ce sont des enfants, sont des nourrissons avec un aspect particulier, le visage poupin, une hypotomégalie, qui font des malaises hypoglycémiques avec donc au premier mois de vie et les infections. Et on trouve une neutropénie dans la classe 1B. Elle est due à une mutation de la translocase qui est une protéine donc, qui va aller vers le réticulum endoplasmique. Voilà le gène. Et puis les neutropénies de Schwarzmann-Diamant, donc le contexte là aussi il est évident, avec une insuffisance procréatique, des atteintes osseuses, des atteintes cutanées, notamment l'ichthyose, et le gène, il est bien connu, c'est le STBS. Le syndrome Hermansky-Bodlak type 2, donc il va associer un albinisme, une atteinte hémorragique parce que les granules sont touchés, et une fibrose pulmonaire. Et parmi les 10 variants de HPS, ça veut dire Hermansky-Bodlak, il y a HPS2 et HPS2 qui contient donc 1 et 2 qui contient la neutropénie congénitale. On ajoute 5 minutes tellement les choses sont importantes. Oui. اللجنة أضافت 5 دقائق. D'accord. Et puis, donc, il y a d'autres déficits immunitaires, notamment donc, ceux qui peuvent être se compliquer de syndrome d'activation macrophagique. Je vais être rapide. Le Chidiac Higassi, le Griscelli, donc, ils peuvent donc, se manifester par un albinisme et pour Chidiac Higassi, par des volumineuses granulations éparses. Donc, alors que dans les Griscelli, il n'y a pas de volumineuses granulations éparses. La prise en charge. Pour la prise en charge, il faut d'abord évaluer le risque. Parce qu'il y a de neutropénies qui sont asymptomatiques. Donc, pour évaluer le risque, il faut se contenter donc à la sévérité de neutropénie. Est-ce qu'il est modéré, sévère ou donc est-ce qu'il est transitoire ou bien persistante neutropénie? Est-ce qu'il est chronique? Est-ce qu'il est cyclique? Est-ce qu'il y a-t-il des manifestations? Il faut d'abord évaluer donc le risque de l'infection. Parce que dans la neutropénie congénitale, par exemple chronique bénigne, on n'a pas beaucoup d'infections. Par contre, dans la congénitale Costman, en fait, on l'appelait à l'époque Costman, mais cette dénomination doit être éliminée au vu de la génétique, au vu des mutations qui sont bien connues actuellement. Donc, neutropénie congénitale sévère, neutropénie cyclique, le Schwarzmann-Diamant, la dysgénésie réticulaire, ils sont symptomatiques, ils sont difficiles à gérer. Il y a ceux qui ne peuvent pas donner l'infection. Pour la prise en charge, d'abord la prise en charge d'un épisode infectieux, la prophylaxie des infections et la prise en charge étiologique quand il est connu. Prise en charge d'un épisode infectieux, il faut reconnaître la gravité de l'épisode. Neutropénie modérée, antibiothérapie orale plus surveillance ambulatoire. Ici, je ne discute pas les neutropénies liées à la chimiothérapie, ça exclut. Et puis, neutropénie sévère avec état septique, c'est l'hospitalisation en urgence, les examens bactériaux, radio, donc une antibiothérapie parentérale empirique comme en oncologie, avec C3G et aminoside. C'est persistance de la fièvre, il faut ajouter la vancomycine. Si l'état septique de l'enfant est inquiétant, on peut donner le nopogène au GCSF. Prophylaxie, ça se fait par le Bactrim, donc avec tiers de la dose. On peut utiliser aussi donc, les cytokines dans les neutropénies constitutionnelles. Pour conclusion, donc, c'est une neutropénie qui peut survenir à tout âge, nombreuses étiologies, démarches étiologiques, donc démarches diagnostiques adéquates. Il y a des neutropénies bénignes, il y a des neutropénies qui nécessitent un bilan spécifique avec une prise en charge spécialisée. Voilà donc quelques cas, si vous permettez. Ici, donc, nous avons Iyad à 18 mois, unique de sa famille, pas d'antécédents, pas de consanguinité. Il a des antécédents personnels, beaucoup d'antécédents. Retard de cri avec poids de naissance à 3 kg, hospitalisation en période néonatale pour infection materno-fœtale avec ictère, une omphalite, plusieurs épisodes d'infection urinaire, plusieurs infections respiratoires avec 2 hospitalisations, antécédents familiaux, on note une HTA maternelle gestationnelle. Donc, on le voit donc en janvier 2022 pour des infections cutanées et suppuration cutanée de la paroi abdominale. Regardez. Est-ce que vous voyez? D'accord? Quel est votre diagnostic? C'est un atelier.
C'est un neutropénie, oui. Est-ce que vous êtes orienté? J'ai dit pas de pu tout à l'heure. Pas de pu. Hein? Suppuration cutanée de la paroi. Donc on l'a vu, donc les résidents qui ont pris en charge cet enfant, donc il ne faut pas souffler dans les oreilles, parce que ça a été vu en janvier 2022. Voilà, donc on va demander une NFS, interpréter. Qu'est-ce que vous regardez ici dans la numération? 0, c'est une véritable agranulocytose. C'est une véritable agranulocytose. Et on a aussi à côté une anémie hypochrome microcytaire, probablement donc inflammatoire. On va voir. Donc il faut compléter le bilan. Donc on a fait une CRP qui est élevée, sérologie négative VIH, elle est bien indiquée dans la suspicion de déficit immunitaire, c'est le premier réflexe, il est négatif. Dosage pondéral des immunoglobulines, on trouve une hyper-IgG. Regardez ce qu'on a dit tout à l'heure. Le myelogramme est une hypoplasie de la ligne granuleuse avec blocage de la maturation au stade précoce. Et la ferritine, on a demandé, vu l'anémie hypochrome microcytaire, on le sait juste pour voir qu'il y a une composante inflammatoire. Regardez le myelogramme. Un blocage de la ligne granuleuse. Regardez les neutrophiles à 3%. Je ne sais pas si vous voyez le pourcentage. Neutrophiles, et je vous rajouter donc le même schéma pour regarder les neutrophiles, ils sont bloqués. On ne peut pas voir ici les neutrophiles. On les voit si la granulopoésie est correcte. D'accord? Donc les IgG, on a dit à 24. On a complété même par une BOM qui a montré une hypoplasie. Donc, cet enfant l'a pris en charge comme suit, isolement, traitement adapté des foyers infectieux. On a administré le granulocyte colony stimulating factor, donc administré, mais pas de réponse. À votre avis, pourquoi il n'y a pas de réponse? On donne un facteur de croissance, ça ne booste pas les PNN. C'est le blocage, bien sûr c'est le blocage. Vous avez le blocage ici, donc, mais on peut toujours l'essayer. Et puis la greffe de moelle osseuse, il est indiqué. Regardez après les soins et l'antibiothérapie, comment elle est devenue. Deuxième cas clinique, Ryan, 8 mois, consanguinité prédégrée, notion de 2 fausses couches. Son frère est décédé à l'âge de 3 mois pour une fièvre, une détresse respiratoire. Hospitalisé à l'âge de 2 mois pour une détresse respiratoire, une fièvre. Il est admis pour une déshydratation sur vomissement. Quand on examine, bien sûr, vous allez trouver les signes de déshydratation, mais en plus, il y a une hépatomégalie. On a fait donc un hémogramme qui montre une neutrophile à 980. Quand même, donc, c'est une neutropénie qui est modérée. Est-ce que vous êtes orienté? Hépatomégalie, neutropénie. Je n'ai pas d'image pour cet enfant pour voir le visage poupin, malheureusement. C'est la glycogénose. Donc, 1B. 1B. Donc, 1B. Donc, le point commun avec les autres glycogénoses, c'est la neutropénie. Les autres, c'est les mêmes manifestations métaboliques sans neutropénie. Et puis, il fait des hypoglycémies. Regardez à 0,46, ça c'est après resucrage. Hein, il était avant. Une hypertriglycéridérie. Donc, une cétolyse hépatique qui se voit dans les glycogénoses. L'échographie montre une hépatomégalie, mais aussi il y a une autre perturbation ionique, c'est une hypocalcémie avec hyperphosphorémie parce que ce patient il a aussi une glycogénose et une néphrocalcénose aussi, qui est d'ailleurs bien connue comme association. Cas clinique numéro 3, Saïfdine, il a 4 ans, bon état général. Un bilan qui a été fait fortuitement. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve? Nous avons plusieurs INFS. On a une neutropénie à 1110, à 1160. Elle est modérée, mais elle est persistante, sans symptomatologie clinique. Diagnostic? Pas de symptomatologie, neutropénie persistante, bien tolérée, si on veut ajouter. Cyclique, on a fait beaucoup, donc il est persistante. On a éliminé le côté cyclique. Où les cycliques, il y a des signes. Les cycliques sont constitutionnels. C'est comme la Costman. Voilà. C'est bénigne. Donc le bilan,
sérologie virale, CMV, l'HIV, elle est négative. Donc, c'était une neutropénie, le myelogramme. Quand on a fait le myelogramme, par rapport au premier où il y avait un blocage, ici, le neutrophile, ils sont à 30%. Je ne sais pas ce que vous voyez ici, ils sont à 30%, et l'autre, il avait à 3%. Ce qui fait la moelle et le travail en matière de granulopoèse. Ici, donc, c'est une neutropénie auto-immune ou bien chronique, bénigne. Excellent. Je vous remercie.